on a beaucoup de plaisir d'accueillir notre invité suivant. Et je donne la parole à Jean-Michel Chabot et Pierre Marès qui vont introduire cette séquence, qui sont les coordonnateurs, les présidents de séquence, et qui vont vous présenter notre invité prochain. Et en réalité, effectivement, je le dis, qui, par sa présence, nous fait à la fois beaucoup de plaisir. Et voilà, Jean-Louis Beffa, que je vous laisse présenter. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, Monsieur Beffa. Bon, allez, on y va. Bon, ça va être assez rapide. 3 choses. La première chose, c'est remercier Pascal, Dominique, de m'avoir convié, de m'avoir proposé ce rôle modeste, mais pas inintéressant. Ça me permet de retrouver Pierre Marès, avec qui on avait travaillé il y a une dizaine d'années maintenant, quand il était président de CME, si je me souviens bien. Et puis, surtout, Monsieur Beffa. Donc, conférence, start-up et grands groupes, se transformer ou mourir. Donc, on verra au terme de cette conférence, et probablement il y aura des interrogations et des questionnements, de savoir quelles analogies on peut trouver dans ce discours, se transformer ou mourir, avec notre système de santé, avec notre système de soins. Et si on ne va pas jusqu'aux analogies, on verra s'il y a un certain nombre d'enseignements ou de perspectives à tirer. Puis la troisième chose, c'est M. Beffa. Donc, j'ai une anecdote personnelle sur Saint-Gobain que je ne vous raconterai pas, sauf s'il y avait besoin de meubler, mais il n'y a pas besoin de meubler. Et puis sinon, j'ai regardé. Donc Pascal m'avait dit de jeter un coup d'œil à un petit bouquin. Je l'ai fait à la FNAC à la fin de la semaine passée. Et puis j'ai trouvé une interview dans Challenge, 2013 ou 2015. Et j'ai trouvé 4 choses intéressantes dans cette interview. La première, ça nous ramène à Lampedusa. J'ai eu l'impression qu'on me volait ma saillie. Parce que dans cette interview, M. Beffa dit que pour lui, le guépard, c'est un peu un idéal et qu'il se voyait moitié Pras de Salina et moitié voilà, Falconeri, Tancrède. Donc pour ceux qui n'ont pas ni le film ni le roman en mémoire, c'est moitié Lancaster, moitié Delon. C'est pas mal. La deuxième chose qui m'a bien plu, bon, c'est qu'il déclare clairement dans cette interview qu'il n'aurait pas aimé travailler ni chez Dassault ni chez Thales, parce qu'il avait envie d'être absolument son propre patron et de ne pas avoir à en référer à un département ministériel. Ça m'a bien plu. La troisième chose, c'est de rappeler la mémoire de la devise de l'X, hein, c'est patrie, science et gloire. Je trouve que ça a une certaine résonance actuelle. Puis la quatrième chose, c'est la licorne. Moi, je ne suis pas très familier avec les milieux financiers, donc je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une licorne. Peut-être beaucoup d'entre vous le savent. Les licornes, c'est ces start-up. Il y en a, paraît-il, la locution est inventée en quelque sorte, adaptée à ce milieu financier en 2013 par une analyste de la côte est des États-Unis. Et la licorne, c'est 0,1% des start-up qui deviennent valorisables à plus d'1 milliard de dollars. Donc 1 pour 1000. Donc c'est extrêmement peu. Et que quand elles sont au stade de licorne, d'ailleurs, c'est trop tard. Même les grands groupes ne peuvent plus se les payer. C'est même plutôt l'inverse, quelquefois. C'est les start-up devenues licornes qui se payent les grands groupes. Voilà. Donc, et puis les Niçois. J'ai vu que vous étiez Niçois. Moi, j'ai un point de chute place Rossetti. C'est merveilleux. Donc, je suis ravi de vous écouter. Et Pierre posera plus les questions tout à l'heure. Très bien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Alors, comme nous en avons parlé, je vais bien sûr parler de ce que j'ai écrit sur la transformation numérique des grands groupes, mais en accord avec vous, je vais plutôt vous dire les principes suivant lesquels, pendant X années, j'ai eu la chance de gérer Saint-Gobain et de le transformer, puisque votre problème, c'est la transformation, bien sûr, pour vous, du système de santé. Je dirais que transformer un grand groupe est beaucoup plus simple, à mon sens,
que s'attaquer aux transformations du système de santé, à ces mutations, parce que l'objectif du groupe est quand même extraordinaire, simple. Nous sommes là avec un guide très clair qui est le résultat économique que nous faisons. Après, on peut l'utiliser pour ce que vous donnez à votre actionnaire, ce que vous réemployez pour développer le groupe, ce que vous donnez à votre personnel en intéressement, participation, etc. Mais fondamentalement, il n'y a pas, à mon avis, compris dans toutes les discussions là sur l'intérêt social de l'entreprise, il n'y a pas lieu de donner à l'entreprise, comme cela a été dit tout à l'heure, 2 objectifs. C'est impossible de gérer si vous avez 2 objectifs, pour moi. Et ça, c'est un point très important, d'ailleurs. C'est que je crois qu'on ne peut gérer quoi que ce soit que quand les gens qui ont à gérer voient très clairement l'objectif qui est le leur, et le critère sur lequel ils vont chiffrer, sur lequel, après, ils vont être jugés ou pas jugés. Voilà. Je pense que ça pose d'ailleurs tout un problème, certainement, pour adapter cette notion au système de santé. Mais pour moi, c'est impossible, et Dieu merci, l'entreprise était comme celle-là. C'est pour ça que, et j'y reviendrai, je ne voulais pas, j'ai cherché des métiers, en tout cas, où l'État n'était pas un actionnaire. Parce que ce qui est embêtant dans l'État actionnaire, c'est qu'il peut gérer en donnant des instructions, en arrêtant des actions des directions générales, tout simplement pour des intérêts qui sont ceux de divers départements ministériels de l'État, voire le projet politique que développe un gouvernement ou un président, et que ceci n'est pas en ligne avec le critère qui est le critère de gestion de l'entreprise. Et à ce moment-là, c'est absolument catastrophique, parce que si jamais des instructions sont données comme ça, c'est toute la crédibilité du patron de l'entreprise, comme on le voit dans 36 exemples, qui est en cause. Donc pour moi, c'était important. Alors je vais donc recommencer en disant plusieurs choses très rapidement sur ma formation. Donc moi, en effet, à Nice, je suis entré à l'école polytechnique. Je suis sorti dans ce qu'on appelle le corps des ingénieurs des mines. J'ai servi l'État dans une direction qui était une direction extraordinairement intéressante à l'époque, qui s'occupait des affaires pétrolières, sous l'autorité de personnes qui m'ont beaucoup apporté dans ma formation, notamment André Giraud, qui a été mon premier patron et qui a été après, comme vous le savez peut-être, ministre de l'Industrie, ministre de la Défense, et un rôle essentiel dans la création de l'industrie nucléaire française. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir ça. Puis je me suis rendu compte que dans l'administration, je n'allais pas créer. Je n'allais pas faire, je pouvais réguler, je pouvais empêcher, je pouvais inciter, mais je ne pouvais pas créer, je ne pouvais pas faire. Donc je suis parti dans le privé. J'ai eu la chance d'aller à Saint-Gobain quand j'avais donc 33 ans à peu près. Tout simplement, j'y suis allé sans avoir le début d'un quart d'une idée des métiers de Saint-Gobain. J'y suis allé uniquement à cause d'un homme qu'il a dirigé, qui s'appelait M. Roger Martin à l'époque, qui a été un des grands patrons de cette période-là. Et j'y suis allé pour travailler avec lui. Voilà. Je ne me suis posé aucune autre question. J'ai eu la chance d'y rentrer dans un poste toujours très important à la compagnie de Saint-Gobain, qui était le poste, disons, on l'appelait très gentiment directeur du plan, aujourd'hui on dit directeur de la stratégie, et qui était aussi de facto le directeur de cabinet de la direction générale, qui est un poste d'entrée évidemment privilégié. Au bout de 3 ans, on m'a dit, jeune homme, vous avez des idées, vous faites des critiques, notamment sur une société Pont-à-Mousson, on vous nomme directeur général de Pont-à-Mousson pour voir un peu ce que vous faites. Donc je suis parti en Lorraine pour diriger sur place. J'ai été directeur général de Pont-à-Mousson, l'année d'après président de Pont-à-Mousson, et puis est arrivée la nationalisation en 82. M. Roger Fauroux, qui fut ministre lui aussi, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, qui était le président, et le seul président qui soit resté à l'époque de la nationalisation. C'était un choix pour préserver l'entreprise, fondamentalement. Il a eu à choisir un directeur général. Il y avait le choix M. Gomez, M. Francis Maire. Enfin, ce sont des noms qui peut-être vous disent rien, mais qui ensuite ont fait des carrières intéressantes. À Thomson pour l'un, dans la sidérurgie pour l'autre. Bon, j'ai eu la chance d'être choisi. J'ai été directeur général et pendant 4 années, j'ai essentiellement restructuré le groupe. L'État est un bon actionnaire pour vous permettre de restructurer.
L'État est un mauvais actionnaire pour vous mettre en place une stratégie. Hein. Vous verrez que je ne suis pas du tout contre le rôle de l'État, parce que je trouve que le rôle de l'État, pour la gouvernance qu'il fait, le cadre de fonctionnement des entreprises, a un rôle essentiel à jouer. C'est quand il agit, je dirais, de façon microéconomique, que là, je suis beaucoup plus sceptique sur son efficacité. Mais à l'inverse, je crois que pour créer les conditions d'entreprise efficaces, j'y reviendrai pour vous expliquer pourquoi je le crois, le rôle au contraire de l'État est extrêmement important. Donc après être directeur général, Roger Foreau avait une idée fondamentale. Saint-Gobain devait être privatisé le plus vite possible. L'homme qui avait fait la nationalisation ne pouvait pas être l'homme qui ferait la privatisation, contrairement à tous les présidents qui essayaient, si je puis dire, de rester président. Il a complètement fait que je devienne le président de Saint-Gobain dans un cadre que j'appellerais un peu consensuel, puisque j'ai été nommé par le président Mitterrand, confirmé par le président Chirac et premier appelé à privatiser l'entreprise. Donc en 1996, j'ai été nommé 3 fois président par l'État 2 fois, dans un climat politique différent, et ensuite par les actionnaires privés. Donc c'était pour moi un début sympathique. Et à ce moment-là, j'ai fixé au premier discours que j'ai fait au cadre de Saint-Gobain, que je suis allé faire à Nice d'ailleurs, par attachement à ma ville natale, j'ai fixé des principes de gestion dont je vais vous parler, qui sont les points essentiels. Dès à présent, nous vivions sur une organisation mise en place par Roger Martin, qui était intéressante parce que c'était radicalement des principes différents de ceux qu'avait un autre grand chef d'entreprise de l'époque qui s'appelait Ambroise Roux et qui dirigeait la Compagnie Générale d'Électricité. Ils avaient une vision du fonctionnement de l'entreprise qui était radicalement différente. Pour simplifier, Ambroise Roux avait une vision extrêmement financière de l'entreprise. Roger Martin avait une vision totalement d'action centralisée et de type industriel de l'entreprise. Alors, déjà, il y avait des points. Il avait parfaitement tranché ce que faisait la holding, ce que faisaient les branches de métier et ce que faisaient les pays. C'est-à-dire, premièrement, on possédait, ou on essayait en tout cas, toujours de posséder nos filiales à 100%, de ne jamais être en bourse, d'avoir pas de minoritaire, de concentrer tout l'autofinancement de l'entreprise pour le mettre au service d'une planification des investissements qui faisait que l'argent était fourni par tout le monde, mais était alloué suivant je dirais, décisions stratégiques de la holding de tête, voyez, et que, évidemment, les pays, reproduisaient les fonctions de la holding, c'est-à-dire les fonctions fonctionnelles, coordination financière, relations, appréciation, bien sûr, du climat politique des pays où on agissait, etc. Hein. Donc on était organisé en une dizaine de métiers et environ 7 à 8 grandes zones géographiques. Voilà. Cette organisation, Roger Martin, 1970, discours lors de la fusion de Saint-Gobain et Pont-à-Mousson, est encore aujourd'hui l'organisation du groupe. Donc elle a fondamentalement survécu pour sa part à toutes ces années. Voilà. Alors, en plus, le groupe a une grande caractéristique, c'est qu'au fond, depuis M. Roger Martin, 1965, jusqu'à aujourd'hui, 2017, nous n'avons connu que 4 présidents. Ce qui, par rapport, vous voyez, regardez combien on en a connu à EDF, par exemple, si vous voulez faire la différence. Et ça a toujours été le directeur général précédent. Donc, il y a une continuité extrême. Hein. Et quand je parlais de cela, c'est que quand vous dirigez une entreprise qui est vieille de 350 ans, quand vous voyez les mutations qui ont été évoquées, qui, comme ça a été dit, vont très vite, moi tout de suite, j'ai toujours eu le sentiment d'être le maillon d'une chaîne, de devoir adapter fondamentalement l'entreprise à toutes les mutations que l'on vit, mais en étant absolument fidèle à un certain nombre de valeurs, je n'hésite pas à employer ce terme, qui sont des valeurs qui véritablement sont l'ADN de Saint-Gobain. Et mon but, ça a été véritablement de maintenir absolument cet équilibre et cette vision. Alors on pourra parler bien sûr de toutes ces valeurs. Je vais parler beaucoup plus de choses très concrètes qui étaient des principes de gestion. Premier principe, qui est assez classique, mais qu'il faut appliquer avec beaucoup de rigueur,
je ne souhaitais rester que dans des métiers dans lesquels la société était leader. Et pour ça, ça m'a amené à vendre la moitié du groupe. Trop français, pas assez leader, et pas en position concurrentielle de premier rang. Donc il a fallu mener cela, et bien entendu pour bien le faire et tout. Je dois dire qu'avec le recul, pour sans doute 80% des sociétés que nous avons cédées, elles se retrouvent aujourd'hui dans des groupes dans lesquels elles sont mieux qu'elles n'étaient que chez nous. Donc, alors il y en a qui ont eu des destins moins heureux, c'était déjà des entreprises à gros problèmes, mais d'une façon générale, il n'y a pas à avoir honte à avoir fait ces cessions. La deuxième chose, le deuxième principe qui pour moi était absolument important, ne pas accepter le diktat du marché financier. Je vous dirai tout de suite que j'ai une méfiance, et j'ai toujours eu une méfiance absolue du marché financier. Ça n'a jamais été pour moi un guide, et je crois que ça doit l'être de moins en moins, puisque les marchés financiers deviennent de plus en plus court-termistes et spéculatifs, et non plus véritablement des actionnaires, même au sens normal du rôle d'un actionnariat. Donc, grande méfiance des marchés financiers, et donc refus de faire un groupe qui soit monométier, comme les demandent les marchés financiers. C'est-à-dire maintenir une structure de groupe diversifié, tout bêtement pour ne pas mettre les œufs dans un même panier, mais ne pas faire un conglomérat, c'est-à-dire des métiers qui sont différents, et arriver à faire ce groupe diversifié avec un objectif clair qui pour nous a été leader de l'habitat. Mais très franchement, ça m'a mis 20 ans à peu près pour arriver à transformer le groupe en cédant tout ce qu'il fallait céder. Encore une partie a été cédée par mon prédécesseur, qui était un très très beau métier verrier, mais qui était le métier des bouteilles en verre, dans lequel nous étions devenus un leader mondial, qu'on a très bien cédé, mais qui ne relevait pas de la notion de l'habitat. Donc la première chose, encore une fois, et ça c'est géré typiquement comme gèrent des groupes allemands industriels. Des groupes allemands industriels, et c'est comme ça que Siemens, dont j'ai été administrateur, survit encore, alors que la Générale des Eaux, la Générale d'électricité, qui s'est coupée en rondelles de métiers, chacun des métiers séparés, a aujourd'hui connu un destin, je peux dire, catastrophique. Alstom, Alcatel, voire Nexans et d'autres, c'est un martyrologue complet, une disparition complète des positions de l'industrie française que l'on avait dans ce grand secteur qui était la Compagnie Générale d'Électricité. Donc on a là un exemple très concret, comme quoi une vision qui a été largement faite par le président Churruc quand il était président, comment une telle vision peut véritablement détruire ce qui était quand même une force significative française. Donc je ne vous parle pas de choses théoriques, c'est-à-dire qu'on peut, derrière telle ou telle option, vous pouvez avoir très concrètement les conséquences des décisions qui ont pu être prises. Donc, encore une fois, un groupe diversifié. Troisième groupe, internationalisation à fond. Donc, quand je suis arrivé président, nous avions des usines dans 18 pays. Quand je suis parti, nous avions des usines dans 64 pays. Donc j'ai eu à mener l'internationalisation du groupe, parce qu'il y a eu une chance historique qui a été l'entrée dans l'économie de marché de toute l'économie de l'Est, d'une certaine façon, même le monde soviétique et bien entendu la Chine et un certain nombre d'autres pays qui de socialistes sont devenus beaucoup plus en économie de marché, comme bien entendu l'Inde, le Vietnam aujourd'hui, etc., etc. Donc les changements, bien entendu, historiques, ont joué un rôle essentiel dans cette possibilité d'internationalisation. Alors, un point très très important sur lequel j'insisterai, j'ai fait les décisions d'industrialisation du groupe, où y aller, quand y aller, comment y aller, etc., avec 2 livres à la main. D'abord, enfin, essentiellement avec des livres d'histoire, et d'autre part avec des livres d'économie d'une école que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'école de la régulation, qui a une analyse, je dirais, institutionnelle, sociale et historique du rapport entre le capital et le travail.
c'est-à-dire en gros une analyse auquel je suis très attaché de la typologie des différents types de capitalisme ou de régime, parce qu'on peut, difficile d'appeler la Chine un capitalisme, mais on peut définir son régime institutionnel, c'est-à-dire quel est le cadre qu'un pays fait au fonctionnement et qui est extraordinairement lié aux valeurs de ce pays. Par exemple, toute l'Asie est totalement influencée non pas par nos valeurs, je dirais, chrétiennes et lumières, mais par des valeurs confucéennes. Et que c'est ça qu'il faut comprendre d'abord si l'on veut ensuite s'implanter dans les pays de type asiatique. Donc, grande chose, lisez plutôt Grammaire des civilisations ou Économie politique des capitalismes du professeur Robert Boyer, si vous voulez développer internationalement, que n'importe quel livre de management, de Michael Porter ou autre. Hein, ça, c'est la notion de regarder les rapports sociaux et l'histoire longue des pays est le guide fondamental qui doit guider votre implantation et la façon de vous implanter dans un pays. Et d'ailleurs, d'abord et avant tout en le faisant sans partenaire, mais en faisant jouer évidemment un rôle très important aux nationaux du pays. Pour réussir en Chine, il faut être largement géré par des Chinois. Pour réussir en Inde, il faut être géré par des Indiens. Pour réussir au Brésil, il faut être géré par des Brésiliens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre aussi des gens du groupe. Et puis, il faut surtout les former en les faisant venir de temps en temps dans l'état-major à Paris pour qu'ils s'imprègnent profondément des valeurs du groupe. Voilà. Ça, c'était les trois principes. Le quatrième, je l'ai indiqué, c'était aucun métier pour lequel, pour l'exercer, j'avais besoin de voir un ministre, c'est-à-dire la liberté d'action sans interférence d'ordre politique, donc pas de métier stratégique. En plus, quand vous avez derrière vous que le poids politique de la France et que vous voulez être numéro 1 ou 2 au plan mondial, il faut vous mettre dans des métiers dans lesquels la dimension politique n'est pas fondamentale, si vous voulez. J'ai infiniment de respect pour le patron de Thales actuel, mais il est quand même face au complexe militaro-industriel des Américains et puis celui montant des Chinois. Je préfère être le leader d'un métier qui doit vous trouver très ennuyeux, comme la laine de verre pour l'isolation, le plâtre pour les maisons, etc., ou le verre pour les bâtiments, ou même les pare-brises pour les automobiles, qui ont été les métiers que j'ai choisis et que j'ai fait pour ceux de Saint-Gobain. Donc, pour me développer par rapport à ce que j'avais cédé, je me suis développé dans un nombre limité de secteurs, des métiers pour la construction. Parce que nous étions très forts dans l'isolation, nous avons acheté le leader mondial du plâtre. Nous avons également fait un grand mouvement stratégique qui était que nous, industriels, nous sommes entrés dans la distribution. J'ai eu la chance de pouvoir acheter le groupe Point P, qui est un magnifique leader quand même aujourd'hui et avant la transformation numérique tournée vers les artisans. Et puis, j'ai aussi pu développer un autre métier qui était un métier de haute technologie en achetant une société américaine spécialisée dans les céramiques, dans les plastiques très technologiques, etc. Voilà. En gros, 3 grandes acquisitions, pas plus, et 3 grandes cessions, puisque j'ai cédé nos affaires de BTP, j'ai cédé nos affaires de mécanique et j'ai cédé nos affaires de papier-bois, qui était centré sur le pain des Landes. Et puis, il ne faut jamais faire un métier où la matière première est gouvernée par des agriculteurs, donc un monde politique, et où votre produit doit être vendu en économie de marché. Il ne faut pas rentrer dans le fromage, il faut y rentrer en étant attentif et les yeux ouverts. Donc j'étais ravi. En plus, le pain des Landes est tordu, résineux. Il a plein de défauts, mais les Landais l'adorent. Et par conséquent, c'est atroce d'être dans ce métier. Voilà. Donc je suis sorti de ce métier sans hésitation dès que j'ai pu. Et aujourd'hui, quand même, ce métier existe parce qu'il y a des spécialistes. J'ai vendu essentiellement à un groupe qui est un leader irlandais, le groupe Smurfit. Voilà. En ce qui concerne la gestion des hommes, donc j'ai géré totalement dans un dialogue social avec les syndicats de l'entreprise et d'abord avant tout avec le syndicat CGT de l'entreprise.
c'est-à-dire un syndicat qui est un syndicat, je dirais, extrêmement constructif dans l'entreprise Saint-Gobain. Et donc, j'allais 3 fois par an, non pas pour faire discuter du social, mais discuter la stratégie mondiale du groupe, notamment de mondialisation, et expliquer le rôle des usines françaises. Celles pour lesquelles, raisonnablement sans doute, elles allaient pouvoir rester sur le territoire français, celles sur lesquelles il y avait un doute, celles sur lesquelles on a été obligé de les fermer, et 2 ans à l'avance préparer la fermeture de l'établissement, la reconversion du personnel que dans le groupe arrivait à faire environ à 94%. Donc moi je n'ai trouvé que des avantages à un dialogue social, encore une fois, de type allemand. Bon, c'est pour ça que je suis très favorable à la présence d'administrateurs salariés dans l'entreprise et pourquoi je suis très favorable, et nous l'avons bien fait dans Saint-Gobain, à favoriser d'abord des administrateurs salariés, également des actionnaires salariés, puisque le personnel détient environ, en droit de vote, presque 10% du capital de Saint-Gobain, aujourd'hui le principal actionnaire. Voilà, donc c'est un élément, c'est une gestion de type industriel commercial et pas de type financière. Je termine, je sens que j'ai épuisé largement mon temps. Je ne vous parlerai pas en détail de la transformation numérique, mais sur question, je répondrai. À votre demande, j'ai apporté des exemplaires de mon livre pour ceux que ça pourrait intéresser, puisque j'ai écrit 2 ouvrages. Là, je viens de le réécrire dans une nouvelle édition en livre de poche sur la transformation numérique des groupes existants. Je ne dirais qu'une chose, le fait d'avoir des plateformes, c'est-à-dire un outil qui vous permet de vous adresser à des personnes d'une façon qui peut être totalement individuelle. C'est-à-dire, vous pouvez vous adresser à Monsieur X d'une façon qui est vraiment typique de Monsieur X, qui est interactive, où Monsieur X peut vous répondre. Et sur Monsieur X, vous pouvez accumuler une banque de données, c'est ça la mutation numérique, c'est cette notion-là, s'adresser à la multitude d'une façon individuelle, interactive, et en bâtissant une banque de données sur lui. Ça, c'est un outil qui n'a jamais existé et qui amène à révisionner toutes les entreprises. Il y a aussi des révolutions dans les usines, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, mais la mutation numérique est absolument vitale et ne fait que commencer, couplé bien sûr avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire notamment avec les modèles de deep learning, de reconnaissance de forme, enfin, etc., etc. Ça mériterait une toute autre conférence. C'est quelque chose qui est important. Et tout mon livre est de dire aux chefs d'entreprise, 1, ça va vous toucher, quoi que vous croyiez profondément. 2, il est urgent que vous agissiez. 3, dans mon livre, je propose une méthode pour agir, qui est une méthode globale pour agir dans l'entreprise. Voilà. J'ai aussi également un chapitre sur le rapport avec les startups, mais fondamentalement, j'ai constaté, et dans Saint-Gobain nous le vivons très concrètement, qu'une fois, et puis c'est très simple pour savoir si une entreprise prend au sérieux sa transformation numérique, vous lui demandez combien de ses ventes se font par Internet. Si elle vous dit 3%, elle n'a rien fait. Si elle vous dit 10%, ça commence à être sérieux. Si elle vous dit 30%, elle a vraiment franchi un cap. Mais ma conviction, c'est qu'une fois que vous êtes, pour l'essentiel de votre relation, ou pour une grande partie par des ventes ou par un rapport avec vos clients, il y a bien sûr le rapport avec les fournisseurs, les partenaires, etc. Mais dans le rapport avec les clients, quand vous avez passé 30%, ce que vous découvrez, c'est que vous changez votre business model. Vous changez, au fond, ce qu'est votre entreprise. On pourra en discuter beaucoup, mais ce n'est pas simplement la numérisation, bien sûr, de votre métier existant. La transformation numérique vous entraîne à complètement redéfinir votre modèle. Et je pense qu'il arrivera des choses très, très semblables au fur et à mesure de la numérisation du système de santé, qui va évidemment changer, en le centrant d'ailleurs sur le patient, votre modèle de fonctionnement. C'est moi qui n'y comprends rien, c'est ma conviction. Voilà. Je réponds une dernière chose, c'est la gestion des hommes et des femmes dans l'entreprise, en dehors du dialogue social. Bon, ce qui est formidable et fantastique, ça a été de pouvoir suivre et former les dirigeants de l'entreprise. J'ai passé 25% de mon temps à être le chasseur de tête interne et j'ai géré pendant 20 ans, poste à poste, la carrière de 200 personnes.
Et ça, c'est véritablement formidable, avec un certain nombre de convictions, dont certaines vous amuseront un peu. Bien sûr, faire attention à la diversité d'origine, à la diversité des cultures, etc., à bien être suffisamment ouvert, mais avec la volonté de ne pas laisser les gens en silo. Je fais évidemment aucune allusion au système de santé. Et à cet égard, par exemple, quand je nommais des gens à la tête d'un métier, par exemple, qui venait de la distribution, pour le nommer, dans l'industrie, dans les matériaux de construction ou dans les matériaux de performance, je le changeais de secteur pour qu'il ne garde pas la mentalité militaire défendant l'armée de terre, aviateur défendant l'aviation ou marin défendant la marine. Donc je voulais qu'ils soient des hommes de Saint-Gobain. Voilà. Nos valeurs, c'était les valeurs d'équipe. Hein, nous voulons être ce que nous disons un peu orgueilleusement, mais c'est important d'avoir des mots forts comme ça, des entrepreneurs solidaires. Pour nous, le travail en équipe prime sur le métier de prima donna. Aujourd'hui, je suis conseiller d'une boîte brillante qui est la Banque Lazare dans le merger et acquisition. Je peux vous dire que ça, c'est un métier de prima donna, et les valeurs pour y réussir n'ont rien à voir avec les valeurs de Saint-Gobain. Mais c'est certainement un métier aussi tout à fait intéressant. Donc ça, c'était essentiel. Donc promotion interne, presque systématiquement. Ce qui a le danger, mais quand vous avez un grand groupe, vous pouvez véritablement avoir des caractères très différents et avoir des valeurs assez différentes. Mais il y a un peu le risque de monoculture. Je terminerai juste par un mot. Que doit faire le chef d'entreprise ? Le chef d'entreprise, il doit d'abord et avant tout, le CEO de l'entreprise, le patron, voir les mutations du monde, les mutations sociologiques, les mutations technologiques, les mutations politiques, avant les autres, en déduire les conséquences sur le métier qu'il a à gérer et conduire sans frémir, avec bien sûr un dialogue, mais sans dévier de la route, le champ et contre les oppositions internes de conservatisme inévitable, le changement dans son entreprise. Donc il est très très important de passer beaucoup de temps dans l'entreprise pour voir le monde extérieur, pour en faire le levier pour le changement vis-à-vis de choses. Et de toute façon, et je pense que ça vaut tout à fait ça par contre dans votre métier, le benchmarking, c'est-à-dire regarder tout simplement dans une entité très semblable à la vôtre ce qu'ils font et qui marche, est à mon avis, y compris pour l'expliquer à tout le monde, le modèle le plus concret. Et puis le droit à la différenciation. Le droit à pouvoir faire les choses sans qu'il y ait des règles trop générales qui vous briment et qui vous empêchent de faire les situations parfaitement adaptées à chacune des situations. Je crois que ça, ce sont des points extrêmement importants. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter. Alors, je voudrais vous remercier, vous dire qu'en fait, on passerait la journée, compte tenu de l'expérience que vous nous avez fait profiter. Je retiendrai 4 notions dont 3 nous rapprochent. La première, c'est avoir des valeurs qui fédèrent. Je pense que le monde de la santé a ces valeurs qui fédèrent. La deuxième, et c'était très amusant, de rentrer dans l'histoire, j'allais dire, de l'humanité locale. Parce que quand on rencontre des Chinois ou des Japonais, c'est un monde. Quand on rentre dans un monde hospitalier, c'est un univers. Et si on ne sait pas y rentrer en partant de la base, on ne le comprendra pas. La deuxième... Pour le malade, c'était traumatisant. Moi qui quand même avait une position, enfin qui a une position un peu comme ça, je dois vous dire, mais peut-être que la comparaison ne vous plaira pas. Mais là où je me suis senti, mais alors complètement n'ayant rien qui peut m'aider vis-à-vis de la position sociale que je peux avoir, c'est face à mon docteur et face à un juge. Voilà. Ce sont les deux personnes avec lesquelles on perd totalement ce qui peut être les attributs d'un moindre pouvoir qu'on peut avoir. On est bien d'accord parce qu'on est tous confrontés à cette situation un jour ou l'autre. Comme disait quelqu'un, on est assis sur le même endroit. Voilà. Donc pour les hémorroïdes, c'est pareil. Donc troisième notion, c'est qu'il n'y a pas de diktat du marché. Et ça, dans un milieu médical, c'est une notion qui nous est chère et on pourra y revenir. Par contre, il y a quelque chose qui vous est propre et qu'on n'a pas le choix, nous. C'est que vous avez dit que quand des entreprises ou des segments de votre composition
n'étaient pas dans la ligne droite de votre projet, vous pouviez les délaisser. Ce qui n'est pas notre cas, et c'est un enjeu. Et donc, j'en reviens à mes questions par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez soulevé le débat essentiel, comment peut-on créer alors qu'on travaille dans une structure publique? Et alors, je me suis dit, en vous écoutant, que j'avais au moins 3 questions à vous soumettre. Première question, c'est comment on peut donner de la chance dans des structures qui sont donc gérées par l'État, pour lequel vous reconnaissez sa capacité d'encadrement et d'accompagnement, mais pas de créativité, et que c'est aussi un système français. Comment on peut démarrer quelque chose dans le respect des personnes? Parce qu'il y a énormément de médecins, énormément de directeurs qui peuvent proposer des changements de stratégie. Mais dans notre fonctionnement, en France, quand quelqu'un a une idée, la seule chose qu'on fait, c'est le freiner. En particulier les universitaires, dont je fais partie. C'est comment freiner l'autre qui pourrait me gêner. Comment vous pouvez faire sauter ça? Parce que c'est le vrai enjeu. Comment, face à une proposition, on vient pour la soutenir, même si on ne sait pas si elle est bonne, mais on l'évalue. Et si elle n'est pas bonne, on l'arrête. Mais en France, on commence par tout freiner et tout arrêter. Deuxième question. Je vais répondre à chacune rapidement, mais une par une, parce que sinon je vais perdre le fil. Je veux dire une chose d'abord. Moi, je suis infiniment fier, et je lis sans arrêt qu'il se dit en difficulté, en peine, en nécessité de changement, mais prenons un tout petit peu de recul. On a un système de santé fantastique en France. On est d'accord là-dessus. Moi, je peux vous dire que je peux vous comparer à 3 systèmes que, dans ma vie ou dans les entreprises qui ont été celles du groupe et de collaborateurs nombreux, j'ai expérimenté. Vous avez le système anglais qui est catastrophique par rapport à vous. Vous avez le système américain qui a d'infinis défauts que nous connaissons tous par rapport à vous. Et vous avez peut-être le pire aujourd'hui, bien que la médecine y ait de très haute qualité, ce qui est le système chinois. Quand vous avez, premièrement, les hôpitaux chinois, je pense que certains d'entre vous les connaissent bien, sont des hôpitaux qui sont à la pointe absolue. Et ils ont le système de type américain, mais à l'extrême. Bon, la vie matérielle des Chinois dans la société chinoise est extrêmement, je dirais, rémunératrice. La chose, par contre, c'est quand un patient arrive dans un hôpital chinois, on lui dit « Combien as-tu d'argent ?» Et s'il n'a pas l'argent, on lui dit « Retourne dans ton temps est arrivé et retourne dans ta famille pour mourir de ton cancer entouré de l'affection des tiens. » Mais on ne le soigne pas. On ne le soigne pas. C'est pour ça d'ailleurs que pour une large part, les Chinois économisent énormément. Je demande pourquoi ils économisent énormément pour faire face à un problème de pépins de santé pour l'un ou l'une d'entre elles. Donc ce système est aujourd'hui un des systèmes qui commence un peu à s'améliorer en demandant des choses aux entreprises pour payer une partie, mais c'est un système qui, je dirais, est le plus extrême. Voilà, ça c'est véritablement le premier élément. Moi, vous avez bien vu mes réponses. Hein. Mes réponses, c'est que c'est évident, enfin, il y a des choses évidentes. L'hôpital, aujourd'hui, on lui demande de trop faire. Ce que je ne sais pas, c'est s'il fait toute une série de tâches qui pourraient être faites par d'autres parce qu'il en a besoin pour son équilibre financier ou s'il n'en a pas besoin. Ça, c'est un point que j'ai entendu dire parfois et qui un peu m'interroge. C'est-à-dire que ces tâches dont tout le monde dit qu'il ne faudrait pas les faire parce qu'elles ne sont pas de la technicité des hôpitaux, et sachant qu'un hôpital de province n'a pas la même tâche qu'un hôpital, un grand hôpital d'une grande agglomération, mais est-ce qu'au fond, on les fait parce que sinon il manquerait des sous vu la tarification à l'acte pour arriver à faire l'équilibre. Donc on a là une série de problèmes. Bon, il est évident, mais je ne vais pas aller au-delà, qu'il y a une redéfinition à faire, que la question de faire des maisons de santé dans lesquelles on peut déléguer, vous avez dit des tâches qui peuvent être déléguées. Bon, Monsieur Tissier a dit, le malade, il veut voir que le docteur. Oui, mais enfin, moi, quand je suis malade, je sais bien que le docteur, je le vois une fois pendant 10 minutes dans une journée, et par chance. Hein. Donc, oui, on vit avec l'infirmière, et en plus, on vit même avec la personne qui vous fait. J'arrête là-dessus. Mais voilà, hein, voilà. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez en effet un droit à l'expérimentation beaucoup plus grand.
et un droit à la différenciation. Ça commence par là, à mon sens. On prend une ou deux questions peut-être. Qu'on ne vienne pas hurler en disant oui, mais ici c'est pas comme là et ailleurs. Donc il faut vaincre des éléments. Il y a des problèmes syndicaux, il y a un certain nombre de choses. Mais je crois que la première chose, c'est de vous donner le droit à l'expérimentation. Est-ce que vous avez Pierre, je ne sais pas, mais une question parce qu'après il y a toute d'autres séquences. Une question, M. Beffa? Oui. Alors Jean-Paul Bérégie. Oui, médecin. J'ai bien aimé la partie vers la fin de votre intervention sur le management des hommes, où vous avez dit que vous suivez 200 personnes en direct, etc. Finalement, nous, on se sent un petit peu abandonnés dans le système de santé, puisque finalement, il y a une progression des directeurs d'un côté, une progression des médecins de l'autre. Comment est-ce que vous pourriez proposer des pistes pour réconcilier les deux, en fait, puisqu'on a l'impression qu'il y a deux types de management? Non, il y a des choses amusantes. Vous avez les conseils d'administration d'hôpitaux. Je trouverais amusant de faire ce qu'on fait aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'il y ait une fois tous les ans quelqu'un qui interroge tout le monde pour que chacun dise si le conseil d'administration fonctionne bien ou mal. Vous savez, on fait maintenant des évaluations des conseils d'administration. J'avoue que j'aimerais bien voir, je ne sais pas si ça se fait dans les hôpitaux, mais j'aimerais bien voir l'évaluation du fonctionnement d'un conseil d'hôpital, par exemple. Voilà. Alors, ils n'ont aucun pouvoir, mais alors peut-être l'évaluation des organismes qui ont le pouvoir déjà. Une organisation par quelqu'un, un œil externe, qui arriverait à un peu définir les points voilà, où ça grince. Non, écoutez, il n'est pas possible, en tout cas, dans une entreprise telle que la nôtre, que quiconque, j'ai même vu qu'aujourd'hui, c'était même le cas des ministres, que quiconque qui fait un certain travail n'ait pas le sentiment que quelqu'un s'occupe de vous, de sa carrière, la prévoit à l'avance et un dialogue avec vous là-dessus. Ça, ce n'est pas... Je ne verrai pas la possibilité de motiver les gens qui travaillent dans Saint-Gobain, moi ou mon successeur, si nous n'avons pas un dialogue qui est très important et qui est aussi très très important avec les jeunes générations, parce que les jeunes générations disent qu'ils ont envie d'éléments, de trucs. Bon, voilà. Ceci dit, l'entreprise n'est pas un lieu, je dirais, d'action prophétique. L'entreprise a le droit à l'expérimentation, mais pas le droit à n'importe quoi. Et les jeunes ont le droit à avoir toutes les satisfactions qu'ils veulent, mais vous n'empêchez pas que l'entreprise, c'est un corps organisé, en tout cas pour les grandes comme cela. Puis ils peuvent aller dans des plus petites structures s'ils veulent s'épanouir, et puis ça marchera, comme ça a été dit, une fois sur 1000. Bon, de toute façon, nous savons très bien, aujourd'hui, à la sortie des écoles, une grande partie ne vont pas chez nous, à Saint-Gobain, pour une partie. Ils vont chez les McKinsey, c'est-à-dire ils vont chez les consultants, et ils vont chez les start-up aujourd'hui. Mais dès qu'ils commencent à avoir 30 ans, qui sont pour une part, commencent à se marier, etc., ils commencent à revenir chez des Saint-Gobain. Et nous sommes tous comme ça dans les grands groupes. Donc il faut être calme. Moi, l'immense avantage aussi, c'est que quand je voyais des jeunes, je leur disais, vous pouvez être trader, c'est un métier idiot, vous finirez dans la cocaïne. Bon, enfin, je leur disais ça comme ça, un peu pour voir comment ils réagissaient. Mais ce que je leur disais, mais si vous venez chez nous, à 32 ans, vous dirigerez une usine de 200 personnes. Mais vous la dirigerez soit en Chine, soit au Brésil, soit au Mexique, c'est-à-dire dans des pays très difficiles. Mais à 32 ans, vous serez patron d'une usine de 200 personnes. Oui, M. Beffa, quand on a préparé votre entretien, vous avez dit... Quand on a préparé notre entretien, vous m'avez dit j'ai été un patron de la mondialisation et mon successeur, c'est un patron de la digitalisation. Alors, je l'ai bien entendu, ça, puisque, effectivement, il faut lire votre livre pour comprendre l'importance que vous lui attribuez. C'est un peu en dehors de notre débat, puisqu'ici, nous réfléchissons à l'avenir de notre système de santé. Mais est-ce que vous pensez, c'est une question de journaliste que je vous pose, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura plus de mondialisation? Ou est-ce que, oui, notamment pour les entreprises, aujourd'hui, alors que le monde se ferme? Je considère que les deux défis restent évidemment la mondialisation. Si vous voulez, dans la mondialisation, je n'ai pas parlé des conséquences que nous avons tirées, c'est très simple. Ce qu'a amené la mondialisation, c'était premièrement des marchés qui s'ouvraient. Deuxièmement, des lieux de production qui pouvaient être beaucoup moins coûteux, tout simplement parce que des gens dans les pays de l'Est faisaient le même travail que des Français ou des Allemands à 20% de leur salaire, ils étaient aussi bons, et les gens en Chine le faisaient à 5% du salaire.
Aujourd'hui, ils le font à 15%. Les cadres travaillaient aussi bien à 50% du salaire encore aujourd'hui. Si vous avez un cadre chinois, il travaille remarquablement à 50% du salaire d'un Français. Ça entraînait une chose immédiate. Ou bien vous étiez dans un métier que j'ai appelé dans mes livres des métiers régionaux, c'est-à-dire où votre concurrent, il est comme vous, sur le même territoire, tout simplement parce que le produit ne se déplace pas. La laine de verre, le plâtre, ça ne se déplace pas. À ce moment-là, évidemment, dès que vous êtes dans un métier régional, vous n'avez pas à craindre ce type de concurrence chinoise, voire polonaise, etc. Un peu plus, mais quand même beaucoup moins. Donc, la grande différenciation qu'entraîne la mondialisation, c'est la séparation à faire entre métiers mondiaux et métiers régionaux. Le métier régional, c'est faire dans plusieurs pays, mais un métier dans lequel les concurrents sont comme vous. Ils ont les mêmes salaires, ils ont les mêmes coûts d'énergie, etc. Un métier mondial, c'est un métier dans lequel votre produit se déplace dans toute la planète. Et la stratégie que j'ai menée, y compris en rentrant dans la distribution, qui était un métier régional, c'est de précipiter le groupe dans les métiers régionaux en me protégeant par la géographie. Si vous êtes dans des métiers mondiaux, la réponse est la réponse typique de l'industrie allemande. C'est-à-dire vous devez avoir l'avance technologique, vous combinez des usines pour le haut de gamme sur le territoire allemand et des usines dans les pays émergents, vous avez un service impeccable, vous avez une image impeccable, c'est ce qu'on appelle les avantages hors coût. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que la mondialisation vous amène à bien définir votre stratégie et à bien réfléchir si vous êtes dans un métier mondial ou un métier régional.